tous. Je suis Jordan Lejeune, je suis médecin en maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Aujourd'hui, on va parler des IST, notamment lors des consultations en médecine générale. Le but, c'est d'avoir une boîte à outils des IST les plus fréquentes et d'avoir pas mal de notions utilisables telles quelles en vie quotidienne. On parlera aussi un peu de prévention et des manifestations dermatologiques pelviennes les plus fréquentes qu'on peut rencontrer en médecine générale. Donc, on est quatre à présenter aujourd'hui. Dans l'ordre, il y aura le docteur Antoine Cabrol, qui est médecin généraliste. Ensuite, il y aura ma partie. Ensuite, le docteur Anne-Sophie Audoul, qui est médecin généraliste. Et côté dermato, ce sera le docteur Dorian Bellakevi. Donc, Antoine, à toi. Alors, en préambule de ce séminaire, eh bien, on souhaitait un petit peu discuter de l'abord de la sexualité en consultation. Alors, quel est l'intérêt d'interroger finalement les pratiques de nos patients? Eh bien, ça permet de préciser le risque d'infection sexuellement transmissible. Et finalement, eh bien, c'est une sorte de prérequis à ce webinaire parce que cet interrogatoire-là, il permet de proposer des mesures de prévention adaptées à nos patients. Donc finalement, ça permet d'aborder un petit peu eh bien, une discussion, un abord plus global du patient. Et ce qu'on voit hein, dans la littérature, c'est que finalement, interroger la sexualité des patients, c'est insuffisamment fait dans la pratique courante de la médecine générale. Et pourtant, c'est quelque chose qui est, apprécié par les patients qu'on interroge. Et les patients qu'on interroge dans la littérature, finalement, disent que eh bien, leur relation après cet interrogatoire, leur relation avec le médecin généraliste n'était pas changée. Donc, de quelle manière on peut interroger les pratiques? Donc, d'abord, bien sûr, avec un ton non jugeant, en essayant de ne pas exprimer les préjugés personnels, nos principes moraux. Et puis ensuite, on peut le faire en réponse à une demande du patient, mais aussi, et je crois que c'est intéressant vraiment de mettre ça en place, et bien de manière systématique. Et puis ensuite, on voulait discuter de l'importance de faire préciser les pratiques et ou l'orientation sexuelle des patients. Donc, c'est pas toujours simple, mais on le voit dans des études comme l'étude homogène qui date de 2019 en France. Eh bien, 69% des patients qui ont des relations sexuelles avec des hommes estimaient que cette discussion sur leur orientation sexuelle, eh bien, était nécessaire avec leur médecin traitant. Et puis ensuite, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de nos voisins anglais, eh bien, on voit que le NHS recommande eh bien, d'enregistrer l'orientation sexuelle de tous les patients usagers âgés de 16 ans ou plus dans tous les services de santé. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser dans sa pratique courante. Alors, j'espère vous avoir convaincu que c'est important d'interroger, d'aborder cette sexualité. Ensuite, il faut pouvoir s'approprier ses propres questions. Donc, on a cherché un petit peu dans la littérature les questions qui pouvaient exister. Donc, il y a des questions simples comme êtes-vous actuellement sexuellement actif ou l'avez-vous été? Avez-vous une ou des partenaires? Donc, ça, c'est une question intéressante, inclusive. Des questions un petit peu plus subtiles, on va dire. Dans la situation où vous êtes, vous, quel mode de prévention des IST serait le plus adapté et le plus acceptable pour vous? Donc cette question, par exemple, elle peut permettre vraiment d'ouvrir de manière un petit peu subtile la discussion sur la sexualité avec le patient. Ensuite, eh bien, vous rappelez qu'il est important d'interroger les pratiques et entre autres les sphères touchées pour la suite de ce qui va vous être présenté dans ce webinaire. Donc, avez-vous eu des relations sexuelles non protégées concernant la sphère génitale, orale, anale? Une question simple aussi et qui peut être utilisée en pratique courante. Et enfin, avec l'augmentation de la pratique du chemsex actuellement, donc, chemsex, c'est pratique d'activité sexuelle en consommant de la drogue. Eh bien, pensez à poser cette question-là. En tout cas, vous pouvez y penser. Vous ou vos partenaires, avez-vous déjà utilisé des drogues injectables ou d'autres drogues? Juste un mot avant de passer à ma partie. Si jamais la réunion s'arrête parce que là, je vois un compte à rebours, moins 3 minutes 40, restez connectés, on va trouver le moyen de revenir. Donc, pour parler des IST, un petit point vocabulaire, notamment sur les identités de genre et les orientations sexuelles. Donc, par exemple, en termes d'identité de genre, une personne qui est transgenre, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans son genre assigné à la naissance.
donc que ce soit un genre binaire homme-femme ou un genre non binaire. Il y a aussi d'autres identités sexuelles qui sont un peu plus à la marge, même si c'est un mot qui est un peu maladroit, les personnes intersexes. Le contraire de transgenre, c'est d'être cisgenre, c'est-à-dire se reconnaître dans le genre assigné à la naissance. Pour l'orientation sexuelle, c'est une question d'attirance. Donc, on peut être hétérosexuel, homo, bi, pansexuel, asexuel, et encore d'autres mots. Et il faut bannir le terme de transsexuel. Le fait d'être trans, c'est pas une orientation sexuelle, mais une identité de genre. Donc, le fait d'être transsexuel, c'est un mot qui ne devrait pas exister ou qui n'a pas de sens. Et il ne faut pas hésiter à demander le pronom de la personne, que ce soit il, elle, elle, en cas de doute. Ce sera moins confortable, dans tous les cas, que de mégenrer la personne. Parce que le lien peut vraiment être rompu si la personne se braque d'emblée. La clinique et les examens, ils vont être guidés par les organes en place, pas par l'identité de genre. Dans le sens où un homme trans peut avoir un vagin, une femme trans peut avoir un pénis. C'est une identité de genre, c'est la façon dont c'est ressenti, pas la façon dont enfin, c'est pas défini par les organes en place. Donc on peut être trans sans hormonothérapie, sans chirurgie, et c'est un spectre qui est large et qui est mouvant, et qui n'est pas figé dans le temps. Donc si on veut être vraiment rigoureux et inclusif, on parle de personnes ayant un vagin, personnes ayant un pénis. Bon, on va reprendre, comme prévu, ça m'est coupé. Donc j'avais parlé des IST, des modes de transmission. Donc pour les IST virales, pour le VIH, la transmission va être principalement sanguine, enfin pas principalement du tout, sanguine soit par échange de seringues ou échange de pailles, donc en contexte de consommation de drogue, par voie sexuelle, donc par échange de fluides biologiques, donc par le sperme et la cyprine, ou par transmission materno-fétale. En France, à l'heure actuelle, le mode de transmission le plus prévalent, le plus incident, c'est bien sûr par voie sexuelle. Pour les hépatites, notamment hépatite A et E, la transmission est féco-orale, donc soit par l'hygiène de l'eau, l'hygiène des mains, en contexte plutôt de voyage, soit par anulingus en contexte santé sexuelle. Pour l'hépatite B, la transmission est sanguine ou sexuelle. Pour l'hépatite C, elle est uniquement sanguine, mais elle peut être par voie sexuelle en cas de rapport traumatique ou en cas de partage d'objets. Pour le papillomavirus et pour les herpesvirus, la transmission, elle se fait très facilement par contact entre la peau et la muqueuse génitale, et les muqueuses tout court d'ailleurs. Pour les IST bactériennes, donc chlamydia, gonocoque, mycoplasma genitalium, syphilis, un contact de muqueuse à muqueuse suffit largement. Donc, il n'y a pas 100% de transmission en cas de contact à risque, mais chaque contact peut être infectant. Donc, que faire devant une IST symptomatique, donc notamment une urétrite aiguë, une cervicite, une rectite? On va faire dans le même temps les prélèvements et le traitement. On va cibler d'emblée le gonocoque et le chlamydia, puisqu'il va être difficile de discriminer l'un de l'autre, même si on peut être un peu guidé par l'intensité des symptômes ou la période d'incubation, mais ça va être des informations trop floues ou trop variables pour qu'on puisse s'en contenter. Il faut aussi notifier au partenaire, mais on n'a médicalement pas le droit de le faire. Donc, c'est la responsabilité du ou de la patiente de prévenir ses partenaires que ces personnes se fassent tester et traiter plus ou moins d'emblée. Donc, que faire en cas de contact avec un ou une partenaire qui a une IST bactérienne? Donc, la prise en charge va surtout dépendre du délai de consultation en l'absence de symptômes. Donc, si un contact récent, il faudra tester et traiter d'emblée la bactérie qui est en cause. Vu que le contact va potentiellement, enfin la consultation va être potentiellement peu de temps après le rapport à risque, il y a un vrai risque de faux négatif, puisque l'incubation elle peut être plus longue que ce délai de consulte. Donc, il faut tester et traiter d'emblée la bactérie en contact. Donc, si c'est un chlamydia, on traite qu'un chlamydia. Si c'est un gono, on traite qu'un gono. Si le contact il a lieu plus de 4 à 6 semaines avant la consulte, on peut tester et traiter que selon les résultats, puisque là, la période d'incubation est passée. Par exemple, pour la syphilis, je vous conseille plutôt de traiter d'emblée, puisque c'est très contagieux. La sérologie, elle est d'interprétation difficile et variable d'un labo à l'autre, et il y a plus de conséquences à long terme, contrairement à un chlamydia ou un gono qui serait passé inaperçu. Donc, concernant le gonocoque, c'est l'IST qui est souvent la plus symptomatique avec la période d'incubation la plus courte, donc 2 à 7 jours. Ça va donner une urétrite ou une cervicite avec un écoulement purulent douloureux.
avec des brûlures urinaires, mais aussi en dehors des mictions, et qui peut notamment donner des traces dans les sous-vêtements. Parfois, ça permet de rattraper un peu le diagnostic s'il y a un doute. Les localisations anales et oropharyngées sont possibles, mais moins souvent symptomatiques que la localisation urinaire. C'est une infection qui est pas toujours symptomatique, puisque c'est que 90% des gonocoques urinaires chez l'homme et 50% des gonocoques vaginaux chez les filles. Le côté anal peut être symptomatique, mais c'est un pourcentage moins élevé. Et pour la localisation oropharyngée, symptomatique que dans 10% des cas, et ça donne des petites angines aspécifiques. Le diagnostic, il se fait par PCR, et ça va dépendre des pratiques des personnes. Donc, pour un homme qui a des relations avec des hommes, donc on dit HSH, on va prélever aux 3 sites, donc sur un auto-écouvillon pharyngé, un auto-écouvillon anal et un premier jet d'urine. Pour les filles, pour les personnes ayant un vagin, c'est un autoprélèvement vaginal. Et pour les hommes cis hétéros qui n'ont pas de rapport HSH, un premier jet d'urine est suffisant. Pour les travailleurs et travailleuses du sexe, on proposera les 3 sites d'emblée. Donc, c'est que des PCR. On peut faire des cultures, mais c'est un germe qui est très difficile à mettre en culture, donc on fera une culture que si suspicion de résistance, donc en cas d'échec de traitement de première ligne. Au niveau épidémiologie, il y a quand même eu 45 000 infections à gonocoque en 2022 en France. En comparant avec les chiffres de 2020, il y a plus 91%, donc quasiment le double, sachant qu'en 2020, c'était la période du Covid, donc il y avait peu de saisines ouvertes. Le test of cure, donc le fait de faire un test pour être sûr de l'éradication du gonocoque, théoriquement, il faudrait le faire pour les gonocoques pharyngés, mais ce n'est pas obligatoire. Et le conseil, c'est de le faire de 4 à 6 semaines. Typiquement, pour les personnes sous PrEP, on le fait au décours des consultes, donc tous les 3 mois. Le traitement, première intention, c'est ceftriaxone, 1 gramme en intramusculaire. Pas de possibilité Péros. Le traitement Péros, les C3G orales, diffusent beaucoup moins bien. Il y a une plus grande probabilité d'acquisition de résistance. Donc, il faut vraiment pas les considérer dans ces indications-là. On peut faire en intramusculaire, mais aussi en intraveineux ou en sous-cutané. C'est la même efficacité. Et en cas d'allergie, l'alternative, c'est la gentamicine, 240 mg en intraveineux lent ou en intramusculaire. Concernant le chlamydia, au niveau de la clinique, ça donnera à peu près la même chose, mais en moins important. Donc, ce sera des urétrites ou des cervicites avec des symptômes moins francs, moins douloureux. Une incubation un peu plus longue, qui est plutôt de 10-15 jours. Les localisations rectales sont possibles avec des rectites, des rectocolites, et une entité particulière qui est la lymphogranulomatose vénérienne, donc la LGV. C'est le fait d'avoir des lésions anorectales, ganglionnaires et un peu fibrosantes sur des souches particulières de chlamydia. Et ça concerne principalement les HSH. Le diagnostic, il se fait exactement de la même façon que le gonocoque, et on fera toujours une recherche gonocoque-chlamydia en même temps. Pour la symptomatologie, donc c'est symptomatique dans 50% des cas côté urinaire chez l'homme, 30% chez la femme. Pour la transmissibilité, elle est assez difficile à établir. Il y a une étude qui a essayé de répondre à cette question, et en recensant 290 couples hétéros, donc qui étaient plutôt monopartenaires, dans 3/4 des cas, quand un partenaire était positif, l'autre l'était aussi. Pour des couples HSH, chez 30 hommes qui avaient un chlamydia urétral, 47% avaient un partenaire qui avait un chlamydia rectal. Sur la logique inverse, 46 hommes avec un chlamydia rectal, 30% avaient un partenaire qui avait ce chlamydia au niveau urétral. Donc une transmission qui n'est pas de 100%, mais qui est entre 1 chance sur 2 et 3 chances sur 4. Côté épidémiologie, c'est l'IST la plus fréquente en France, parce qu'il y avait 100 000 infections à chlamydia qui étaient recensées en France en 2022, plus 16% par rapport à 2020. Pour le test of cure, donc le test d'efficacité, c'est à proposer que si on a proposé un traitement sous-optimal, si on suspecte une absence de guérison, ou on peut le conseiller chez une femme en âge de procréer, donc toujours à 4 à 6 semaines, puisque il y a un impact du chlamydia sur la fertilité, parce que ça peut diminuer la fertilité côté tubaire, même en l'absence de symptômes. Le traitement, ce sera la doxycycline, donc c'est 200 mg par jour,
soit 100 mg en 2 fois, soit 200 mg d'un coup, ça change rien. 7 jours dans le cas général. En cas de salpingite, 14 jours. Et en cas de lymphogranulomatose vénérienne, plutôt 21 jours. L'alternative, c'est l'azithromycine, donc c'est vraiment en deuxième intention. C'est 1 gramme en dose unique, donc c'est plus pratique pour une personne chez qui on peut suspecter une mauvaise observance, en cas d'allergie à la doxine ou en cas de grossesse, puisque les cyclines vont être contre-indiquées. Pour la doxine, il faut bien conseiller de le prendre en mangeant, puisqu'il ne faut pas que le comprimé reste coincé au niveau de l'œsophage, ça donne des œsophagites. Donc, il ne faut pas s'allonger dans la demi-heure qui suit et bien se protéger du soleil, donc écran total pendant le traitement. Bon, sauf si on est en décembre. Donc, côté syphilis, donc une autre bactérie sexuellement transmissible qui se transmet très facilement. Au niveau de la clinique, il y aura toujours un chancre. Donc, le chancre, il peut être sous forme d'aft muqueux atypique, mais qui peut traîner. En général, pas douloureux, plutôt unique, plutôt propre, d'aspect propre, mais ça peut être très variable. Donc, n'importe quelle muqueuse. Il y a toujours un chancre, mais il peut passer inaperçu, puisqu'il n'est pas douloureux, donc il peut très bien passer inaperçu. Il peut y avoir une adénopathie satellite, mais qu'on ne trouve pas toujours. Ensuite, il peut y avoir une syphilis secondaire, donc ça va être la roséole syphilitique, donc c'est une éruption plutôt maculaire du tronc, qui peut s'étendre aussi aux membres et au dos. Plus ou moins des localisations palmoplantaires avec des syphilines, donc c'est plutôt des nodules violacés qui, eux, sont contagieux, alors que la roséole n'est pas contagieuse. La localisation ophtalmique est, on va dire, pas rare. Elle y a dépisté juste à l'interrogatoire, mais pas besoin de faire un examen ophtalmo systématique. La neurosyphilis, c'est un tableau de méningite avec atteinte des paires crâniennes ou un aspect neurovasculaire ou une atteinte du nerf optique sur des tableaux plutôt tardifs. Le diagnostic, le seul moyen de faire le diagnostic, quasiment le seul moyen, c'est la sérologie. La sérologie, elle se fait en 2 temps et l'interprétation n'est pas toujours aisée. En premier lieu, au laboratoire, on va doser les anticorps. Donc, c'est le test tréponémique ou le TPHA. Si ce test tréponémique est positif, le laboratoire va faire de sa propre initiative le VTRL, ou test non tréponémique, et qui va quantifier l'infection. Donc, ça va rendre négatif, ça veut dire pas d'infection en cours, ou 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 16. Et ce n'est pas des fractions. Plus le chiffre, donc le 2, le 4, le 8 est élevé, plus il y a une probabilité d'infection. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est la façon dont le VTRL est testé au labo. Donc, c'est un prélèvement qui est assez archaïque, qui n'est pas très fiable, qui est variable d'un labo à l'autre, et qui est lu par un automate et qui est réinterprété par un biologiste. Donc, il y a pas mal de variables, ce qui fait que ce chiffre de VDRL peut être assez inconfortable sur un suivi. Donc, quelqu'un qui a la syphilis une fois dans sa vie aura toujours des anticorps, donc toujours un TPHA positif. Et donc, l'index du TPHA, on s'en fout, on ne le regarde pas. Et après, c'est vraiment le VDRL qui va guider est-ce qu'il y a une infection ancienne sans nouvelle infection ou est-ce qu'il y a eu une infection récente. Le suivi du VDRL, il se fait à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Le chiffre des 3 mois, on ne le regarde pas trop. À 6 mois, il faut que ça ait baissé d'un facteur 4 et négativé à 12 mois. Si c'est une syphilis, pas trop ancienne, parce que ça peut mettre beaucoup de temps à se négativer. Et donc, comme je vous disais, il y a toujours un chancre, mais qui peut passer inaperçu et qui va guérir spontanément avec ou sans traitement, alors que la syphilis va rester active. L'incubation très variable, de 9 à 90 jours. Et côté épidémiaux, 10 000 cas recensés en 2022 en France, plus 110% par rapport à 2020. Et c'est une infection qui est beaucoup plus fréquente dans les rapports entre hommes qu'en population hétéro. Par contre, il faut bien penser à faire un dépistage avant la grossesse ou pendant la grossesse si ça n'a pas été fait, puisque ça peut donner des malformations fétales. Le traitement, première intention, c'est l'extensiline. Donc, c'est 2,4 millions d'unités en intramusculaire en une fois. Et c'est la date présumée de l'infection qui va guider le traitement. Si l'infection elle est datable de moins d'1 an, extensiline, une injection et c'est fini. Si c'est plus d'1 an, ou alors on n'arrive pas à avoir la réponse, on n'arrive pas à avoir l'info, ce sera 3 injections intramusculaires à 1 semaine d'intervalle chacune.
En cas d'allergie à la pénicilline ou de contre-indication aux intramusculaires, l'alternative sera la doxycycline, toujours 200 mg par jour, 14 jours si moins d'un an et 28 jours si plus d'un an. Donc, concernant le Mycoplasma genitalium, donc l'algorithme décisionnel n'est pas le même. Il faut savoir que le portage est très fréquent, mais qu'il est rarement symptomatique, c'est moins de 30% des cas, et qu'on va guérir spontanément en quelques semaines. Le chiffre que j'avais trouvé, qui était donné par le CNR, c'était 50% à 3 mois chez les femmes. Ça va donner les mêmes symptômes que le chlamydia globalement, mais de façon un peu plus chronique, intermittent, un peu plus subaigu et une incubation plus longue. Il faut rechercher le Mycoplasma genitalium qu'en cas d'IST symptomatique avec des PCR gonocoque chlamydia négatives, ou alors en cas d'urétrite ou de cervicite récurrente ou d'échec de traitement d'un gonocoque ou d'un chlamydia. Il ne faut surtout pas traiter les portages asymptomatiques, c'est-à-dire que si vous faites une PCR gonochlamydia et que le labo, dans son panel, fait le Mycoplasma genitalium d'emblée, on ne va pas regarder le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Le seul moment où on va traiter quelqu'un qui a un portage asymptomatique, c'est le ou la partenaire régulière d'une personne qui a un mycoplasme qui est lui symptomatique. Le traitement, il est séquentiel et il va être guidé par la recherche de résistance. Si le traitement peut être différé, et en général, il peut l'être, ça va être d'abord la doxycycline à 200 mg pendant 7 jours. Ça va diminuer la charge bactérienne. Et ensuite, si le mycoplasme est sensible aux macrolides, ou alors si on n'a pas l'info, on va proposer l'azithromycine, 500 mg le premier jour et 250 mg J2, 3, 4, 5. Et si le Mycoplasma genitalium est résistant à l'azithro, ou alors si on est en échec de traitement de première ligne par azithro, dans ces cas-là, on proposera l'amoxifloxacine, c'est 400 mg par jour pendant 7 jours. Donc en France, en 2021, il y avait déjà quand même pas mal de résistance, 35% à l'azithro, 17% à l'amoxifloxacine, 12% de résistance aux deux. Et cette résistance, elle était plus prévalente chez les hommes que les femmes et plus prévalente chez les HSH par rapport aux hommes hétéros. Donc la recherche de résistance à l'azithro n'est pas encore remboursée, mais il y a des labos qui le font d'emblée dans leur panel gonochlamydia. Alors juste pour, en termes de prévention, il y a une étude américaine qui a été faite en 2022 qui avait porté sur 554 personnes. L'objectif, c'était de tester la doxycycline en TPE, donc en traitement post-exposition, et à prendre les 72 heures suite à un rapport sexuel non protégé. Donc ça montrait une efficacité sur syphilis et chlamydia, qui était quand même pas mal, puisqu'il y avait 70% de moins d'infections à chlamydia et 63% de moins d'infections à syphilis, donc de nouvelles infections. Il n'y avait pas d'efficacité sur le gonocoque et ça n'avait pas débouché sur des recommandations françaises, mais sur une étude française, donc l'étude d'Oxivac qui a été finalisée en 2023, qui était présentée en congrès mais pas encore publiée. Ils voulaient tester deux choses, l'efficacité et la sécurité de la doxycycline dans cette modalité en post-exposition, et notamment sur l'émergence de résistance, sur les bactéries des IST, mais aussi sur le microbiote en général, et évaluer en parallèle l'efficacité du vaccin contre le méningo B, qui a une efficacité potentiellement sur le gonocoque, puisque c'est des bactéries qui sont cousines. Donc pour la doxycycline seule, en prévention, donc post-exposition, sur un recul de 9 mois où il y avait 502 personnes qui étaient incluses, il y a eu moins 90% de chlamydia, moins 80% de syphilis et moins 50% de gono. Donc là, il y a quand même une efficacité en plus sur le gonocoque. Les personnes qui étaient incluses, c'était des HSH sous PrEP depuis au moins 6 mois et qui avaient eu au moins une IST bactérienne dans les 12 mois. Donc des critères d'inclusion qui sont assez larges et assez pertinents puisque ça ressemble à la population qu'on peut voir côté PrEP dans la vraie vie. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de recommandations. Donc ce qu'on fait en tout cas au CEGID, c'est voir au cas par cas. Soit une personne qui est déjà sous doxycycline en prévention
parce que il a un pote qui l'utilise et que du coup, il s'est approprié ce mode de prévention. Il vaut mieux les accompagner pour cadrer les choses et pas que ce soit fait n'importe comment. Quelqu'un qui a beaucoup d'IST, enfin qui en a à chaque contrôle tous les 3 mois, par exemple, ça vaut le coup de lui en parler. Et pour quelqu'un qui, par exemple, a eu quelques IST, pas tant que ça, mais qui l'a très mal vécu et qui a beaucoup perdu en épanouissement sexuel, on va dire, par crainte des IST. Donc on va passer sur le côté, HPV. Donc juste une diapo sur, le rappel de la vaccination HPV. Donc, actuellement, on a un vaccin qui est non avalent, donc le Gardasil 9, avec 2 schémas de vaccination, soit chez les 11-14 ans, un schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle, donc M0, M6, soit, après en rattrapage, un schéma à 3 doses, donc M0, M2, M6, donc jusqu'à 19 ans révolus, jusqu'à 26 ans pour les HSH et probablement bientôt pour tous et toutes jusqu'à 26 ans. Pour l'instant, les recommandations n'ont pas encore été mises à jour. Juste un rappel pour les vaccins, si on est en retard entre 2 vaccins, aucun problème. Par contre, il ne faut pas être en avance. Il faut avoir eu le temps d'avoir développé une réponse humorale pour ensuite faire marcher le rappel. Alors ensuite, un petit focus HPV. À toi, Anne-Sophie. Donc, du coup, un petit focus sur le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui est quand même le 12e cancer le plus fréquent chez la femme en France. Et malgré l'existence d'un dépistage efficace, donc le frottis que vous connaissez, il est responsable aujourd'hui de 1100 décès par an. C'est l'un des seuls cancers pour lequel d'ailleurs le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie à 5 ans qui aujourd'hui est en diminution. On considère pourtant qu'un dépistage régulier de toute la population cible, comme les recommandations le préconisent, permettrait de réduire de 90% l'incidence. Donc c'est non négligeable et on a un vrai impact à jouer en médecine générale là-dessus. Donc toutes les femmes asymptomatiques de 25 à 65 ans ayant un col de l'utérus sont éligibles au dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous le savez certainement, mais le cancer du col de l'utérus va reposer sur 2 types de tests. Un examen cytologique et le test HPV-HR, donc pour HPV à haut risque. Le prélèvement, que ce soit pour l'un ou l'autre des tests, est le même. C'est un prélèvement cervico-utérin qui va être réalisé par le clinicien. Il est recommandé d'utiliser un milieu liquide, donc le biologiste va vous fournir, le labo vous fournit, pour l'examen cytologique et pour la recherche d'HPV à haut risque, parce que l'utilisation de ce milieu liquide va permettre aux biologistes en fait la réalisation d'un test de triage en réflexe sans qu'il vous demande un nouvel examen et que vous ayez à reconvoquer la dame. Le test de dépistage, utilisant un dépistage primaire, vous le savez, sa fréquence va changer selon l'âge de la femme. Donc de 25 à 29 ans, le dépistage est fondé sur la réalisation de 2 examens cytologiques. On les réalise à 1 an d'intervalle. Si ceux-ci sont normaux, on va pouvoir réaliser un nouveau dépistage 3 ans plus tard. De 30 à 65 ans, le dépistage il est fondé sur la recherche, donc sur le test HPV-HR, qui est réalisé tous les 5 ans. Celui-ci, on le débute 3 ans après le dernier examen cytologique, si le résultat, encore une fois, était normal. Et si on n'avait pas d'examen cytologique auparavant, on ne se pose pas de questions. Après 30 ans, on fait un test HPV-HR. Donc là, c'est assez rapidement, je vous ai remis tout ce qui est les documents de l'INCa que vous utilisez peut-être. On les a remis parce qu'ils sont assez pratiques. Si tu veux bien passer la diapo suivante, s'il te plaît, Jordan. Merci. Voilà, c'est surtout les arbres décisionnels qui sont, je trouve, très intéressants dans la pratique, où en fonction du résultat que le laboratoire va vous donner, vous pouvez tout de suite vous orienter. Donc, vous voyez, si on prend la première colonne où on n'a pas d'anomalie, on fait 2 examens. Les 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle sont normaux, je passe à 3 ans. Si j'ai des cellules Malpighian atypiques, là, vous voyez que le biologiste va pouvoir réaliser le test HPV-HR directement, hein, si on a bien utilisé un milieu liquide, et que si celui-ci est positif, on va aller vers la colposcopie. Sinon, si c'est négatif, et ben on continue, on va passer sur une cytologie à 3 ans. Et après, c'est les lésions intraépithéliales, donc bas risque ou haut risque. Et ça, comme vous pouvez le voir, de 25 à 29 ans, il va y avoir, quoi qu'il arrive pour celle-ci, une colposcopie à réaliser.
On vous a mis donc juste après le test, l'arbre décisionnel, pardon, pour les femmes de 30 à 65 ans, où on utilise, comme on l'a vu, le test HPV-HR. S'il est négatif, on reste sur tous les 5 ans. S'il est positif, le laboratoire va pouvoir faire la cytologie réflexe que le biologiste va analyser. Si on a une cytologie normale, on refait un test à 1 an. Anormal, on va aller vers la colposcopie. Là, je vais passer assez rapidement dessus. C'était juste pour que vous l'ayez dans les sources, mais cas un peu particulier des femmes enceintes. Qu'en médecine générale, on peut voir lors de la consultation prénatale du premier trimestre. Dans ce cas-là, un test de dépistage peut être réalisé. Par contre, si on est dans le cadre d'une première consultation plutôt tardive, deuxième ou troisième trimestre, le dépistage du cancer du col de l'utérus n'est pas recommandé à ce moment-là. On va plutôt le réaliser en postnatal. Il ne faudra pas l'oublier par contre, en postnatal. Et après, en fonction de l'âge, là aussi, la conduite à tenir va être un petit peu différente. Pour les femmes de moins de 30 ans, on a donc si c'est des lésions ascus, donc cellules mammifères atypiques ou bas grade, on va faire un nouvel examen cytologique dans les 2-3 mois après l'accouchement. Par contre, si c'est des lésions euh, qui vont être à plus haut risque, on va devoir aller vers la colposcopie. De toute façon, il faudra quand même en référer au gynéco. Pour les plus de 30 ans, il faut en référer au gynéco parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de recommandation de bonne pratique spécifique. À toi, Dorian. Bonjour. Alors, ça va être. Vous m'entendez bien comme ça, c'est bon? Euh, du coup, on va commencer par l'herpès. Vous verrez, il y a des photos à chaque fois. Donc, les choses à savoir là-dessus, sur les généralités, c'est que c'est la première cause d'ulcération génitale en France et que globalement, l'immense majorité des cas des primo-infections génitales sont asymptomatiques. Après, on faisait le distinguo entre HSV1, HSV2, entre l'infection au niveau ORL ou génital. Ça n'a plus trop d'intérêt, enfin, ça n'a pas d'intérêt thérapeutique, donc ça ne sert à rien de faire la différence. Au niveau de la clinique, donc, vous voyez deux phases un peu des lésions. Donc, sur le pénis, donc, ce sont des vésicules. Pour rappel, les vésicules, ce sont des petites bulles à contenu clair qui seront disposées de manière un peu particulière. Elles sont regroupées en bouquets, contrairement à la varicelle, par exemple. Il y a souvent une base inflammatoire et l'éruption est souvent douloureuse, notamment lors de la primo-infection. Ces petites vésicules, ensuite, elles vont évoluer, elles vont s'éroder pour laisser place à ce que vous voyez plutôt sur le côté au niveau féminin, avec des érosions post-vésiculeuses d'allure un peu aftoïde avec un halo inflammatoire. Donc les trucs à retenir, c'est que bon, si vous ne savez pas trop, c'est très douloureux, notamment lors de la primo-infection. Ça va évoluer pour la première fois généralement entre 2 à 3 semaines et ensuite ils sont susceptibles de faire des récurrences herpétiques. Et globalement, ça sera exactement la même chose, mais en un petit peu moins brillant, en un petit peu moins inflammatoire. Le diagnostic le plus souvent, il est clinique, mais si vous avez un doute, vous pouvez faire une PCR. Alors, petit tips, je ne sais pas si vous le savez, mais en labo de ville, la PCR herpès n'est pas remboursée. Hormis si vous donnez l'information, vous devez vraiment l'écrire sur l'ordo, c'est manifestation clinique atypique. Il faudra vraiment mettre clinique atypique parce que sinon, ça ne sera pas remboursé. Le patient le fera rarement. Et ça peut être intéressant pour des patients qui font des récurrences de lésions où souvent ils viennent vous voir et il n'y a plus de lésions, vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc, soit vous pouvez leur demander de faire des photos, ou soit vous pouvez leur donner une ordonnance à faire à la maison quand ils sont en poussée. Et ensuite, ça pourra vous orienter pour les diagnostics futurs. Le traitement, bon, ça, il est plutôt simple, c'est le Zélitrex, le valacyclovir. Ça dépendra de la gravité et de l'état d'immunodépression du patient. C'est entre 7 et 10 jours. Enfin, ça sera pour la durée du traitement et la posologie qui change aussi. Si elle est très sévère, on peut aller jusqu'à l'acyclovir IV. Et lorsqu'on a des herpès récurrents qui sont très invalidants, à raison de plus de 6 épisodes par an, on peut leur proposer un traitement prophylactique. C'est du Zélitrex à 500 mg par jour. Ça ne sert à rien de leur donner que 3-4 mois. Il faut leur donner entre 6 à 12 mois pour vérifier vraiment l'efficacité. Et on réévalue ensuite tous les ans à peu près.
Je ne l'ai jamais fait au niveau génital, mais je l'ai déjà fait au niveau oral. Si c'est vraiment très très fréquent, très invalidant et que 500 mg ça ne marche pas, on peut aller jusqu'à 1 gramme par jour. Et bien sûr hors AMM. On le fait surtout pour nos érythèmes polymorphes post-RPT. Voilà. Les femmes enceintes, c'est un traitement spécifique. Ensuite, les molluscum contagiosum. Alors ça, je pense que vous connaissez tous, surtout chez les enfants en pédiatrie, mais peut-être un petit peu moins au niveau génital. Moi, on m'en envoie assez régulièrement, finalement, en pensant que c'est des condylomes, mais qui sont résistants au traitement, donc on ne sait pas trop quoi faire. Donc, c'est une poxvirose. C'est considéré comme une IST quand ça touche les adultes ou les adultes jeunes. Et on se rend compte que pour cette population-là, il y a un sort de tropisme au niveau génito-anal. L'incubation est assez variable et l'évolution aussi, mais elle a tendance à durer extrêmement longtemps, comme chez les tout petits. Ce qui est hyper important, c'est de les rassurer, c'est bénin. Là, on fait le diagnostic clinique. Donc, cliniquement, pareil, qu'est-ce que c'est? Ce sont des papules, donc des lésions fermes, plutôt monomorphes. Vous voyez, ils ont tous la même gueule globalement. Il n'y a pas de regroupement particulier, de couleur chair ou rosée. Et on voit des petits points blancs souvent, comme vous le voyez sur la photo dermoscopique aussi. Alors, comment on les prend en charge? Donc, comme toutes les IST, on fait le welcome pack des IST. On leur dit de se couper les ongles courts, arrêter de se raser et de se gratter, puisqu'en fait, il y a une auto-inoculation. Donc, quand on gratte les petites papules et qu'on se gratte ailleurs, on peut en mettre ailleurs également. Ensuite, pour le traitement. Chez les enfants, soit on fait de l'abstention, enfin, quand on n'a pas de zone génitale, hein, soit on peut traiter par Molutrex. Autant chez les adultes, de mon expérience, la cryothérapie, c'est ce qui marche le mieux, qui est le mieux toléré. Chez les enfants, je ne fais pas de cryo parce que ça laisse des cicatrices, mais autant chez les adultes, sur les zones semi-muqueuses, comme ça cicatrise très bien sans séquelles. Donc j'aurais plutôt tendance à faire ça. Appliquer du Molutrex, qui est une solution extrêmement irritante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé sur ces zones-là, c'est pas bien toléré, donc je ne le fais pas. De même, l'imiquimod qui est hors AMM, en fait, ça marche pas bien du tout. Il y a eu 2 études qui ont été réalisées qui ont été non publiées, qui ont montré l'absence d'efficacité. On l'a vu dans le début de dermato-infectio. Et voilà, bon, l'abstention thérapeutique, ça me paraît compliqué de leur proposer vu la gêne. On peut faire si ça vous tente des curetages à la bistouri, mais vraiment la cryothérapie, c'est ce qui marche le mieux, c'est le mieux toléré. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les condylomes, on vous a déjà longuement parlé du papillomavirus. Je ne vous en dirai pas plus, simplement qu'il faut bien éduquer vos patients, les informer, les rassurer. C'est une IST qui est extrêmement fréquente. Il y a globalement plus de 90% de la population qui sera un jour en contact avec du papillomavirus. Et que ça a beau être récurrent, généralement ça disparaît en leur laissant du temps. La clinique est extrêmement variable. On peut avoir des lésions parfaitement planes, de couleur chair, de couleur pigmentée, à des lésions extrêmement inquiétantes, papulonodulaires, exophytiques, papillomateux, enfin c'est même des fois kératosiques. Ça, ça sera un peu un signal d'alerte, il faudra un peu vérifier qu'il n'y ait pas de enfin, pas de dégénérescence, mais des lésions d'HPV oncogènes associées. Bon, le diagnostic est le plus souvent clinique. Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire des biopsies. On peut avoir une papulose bovénoïde, on peut avoir un début de carcinome épidermoïde aussi. Donc vraiment des lésions qui sont kératosiques, ulcéro-bourgeonnantes, qui n'ont pas tendance à évoluer spontanément favorablement. Il ne faut pas hésiter à nous les adresser. Lors d'atteinte périorificielle, il ne faut pas non plus hésiter à orienter vers des spécialistes. Donc sur la zone périanale, ne pas hésiter à envoyer chez le procto pour dépister des lésions endorectales. Et donc si c'est que des condylomes, ça se traite facilement, mais on peut avoir des lésions plus malignes de ce côté-là. De même, j'envoie facilement chez l'urologue s'il y a des lésions qui sont périméatiques, notamment s'il y a des gènes à la miction. Concernant le traitement,
Alors, moi, je suis un peu fan des fiches informations aux patients. Je leur donne parce que les condylomes, c'est euh, assez affichant et assez stigmatisant. Ils ont beaucoup de questions, ils entendent beaucoup parler de papillomavirus, de cancer, etc. Comment faire la part des choses entre le 6 et le 11? Euh, Est-ce qu'on peut avoir du 16 et du 18 quand on a du 6 et le 11? Bref, c'est un peu compliqué, notamment quand on leur fait les explications. Et avoir un support papier, ça les aide beaucoup. Euh, donc, on a parlé de la vaccination. Il faut bien entendu parler de la prévention des partenaires. Si les partenaires, c'est une femme, il faut leur dire qu'il faut aller faire le frottis. Il a été montré que le tabac était un facteur de résistance et d'aggravation des condylomes. Donc, si vous voulez orienter aussi votre consultation de ce côté-là, c'est un levier envisageable. Donc moi, je leur dis à chaque fois qu'il faut arrêter de fumer. Le préservatif, vous le savez, on peut leur proposer, mais ce n'est pas une protection à 100% fiable. Et concernant le traitement, plusieurs choses sont possibles. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites. Globalement, ce qui marche le mieux, c'est les combothérapies. Donc sur les lésions qui sont les plus grosses, je fais une destruction physique à la cryothérapie le plus souvent pour les aplanir. Je l'ai fait peut-être une ou deux fois et ensuite je les termine avec de l'imiquimod ou ou de la condyline en fonction de la localisation, du nombre et de l'aspect. En fait, on a un arsenal qui est assez efficace. Le corollaire aussi, c'est de bien expliquer le traitement. L'Aldara et l'imiquimod, ça marche généralement très bien. La première barrière, c'est l'observance du traitement. Donc, ce qu'il faut leur dire, c'est comment appliquer l'imiquimod, donc c'est 3 fois par semaine, leur dire qu'en fait, qu'il va avoir une irritation, que l'irritation, c'est pas un effet secondaire du traitement, c'est l'effet thérapeutique du traitement. Il faut bien leur expliquer ça parce que si on leur explique pas, ils leur disent soit que ça marche pas, soit que c'est trop irritant et ils arrêtent. Donc ça, c'est hyper important. Vous pouvez leur proposer une crème cicatrisante à appliquer tous les jours, le lendemain, pour un peu augmenter aussi l'observance. Pareil pour la condyline, c'est aussi assez irritant, donc bien leur dire, c'est que maximum 3 jours, parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous prescrivez, ils voient avec la pharmacie, mais il faut bien leur expliquer que c'est des traitements qui sont irritants, qu'il faut appliquer d'une certaine manière. Moi, je leur propose souvent de faire des schémas, même un petit planning où ils notent leur application pour être sûr qu'ils se plantent pas. Et ensuite, pour ceux qui ont des échecs à ces traitements les plus courants, on peut avoir recours au laser, à l'électrocoagulation. On le fait au CHU de Montpellier au niveau, ça sera plutôt à Arnaud de Villeneuve. Donc ça, soit vous pouvez nous l'adresser, soit aux urologues, c'est eux qui gèrent ça. On n'a pas encore accès au laser au CHU. Alors les morpions, je vais y aller très vite. J'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Je ne sais pas si vous en avez vu très régulièrement. Donc, c'est une ectoparasitose. J'ai essayé de regarder, on a très peu de données épidémiologiques. C'est possible de se contaminer sur des lits, sur la literie contaminée comme la gale. Donc, la clinique, c'est le pluripubien, éventuellement des autres zones pileuses. On sait que ça peut aller jusqu'au cils ou sur cils. Ça va généralement pas dans les cheveux. C'est un diagnostic clinique, hein, on les voit à l'œil nu. On peut s'amuser à les récupérer et les voir bouger. On avait fait quand il y avait un patient hospitalisé au CHU. Le traitement, c'est le rasage. Et si on veut aller plus loin, on peut donner, alors, ce qui est dans les recommandations, c'est les applications de permétrine topique. C'est plus disponible en France à ce que je sache. Actuellement, on utilise les produits pour les poux. Donc, c'est à base de diméthicone. Ça asphyxie le parasite. Il faut le renouveler à J8. Le traitement par ivermectine est possible à renouveler également comme dans la gale AJ8. Et après, c'est la prise en charge des literies, la décontamination et le lavage à 50%. Donc, comme vous les voyez, donc il y a des petites croûtes qui sont suite aux morsures et le parasite lui-même. Voilà. Alors, la gale. La gale, c'est dû au sarcopte. C'est considéré comme une IST puisqu'elle se transmet par contiguïté.
vous savez, c'est extrêmement fréquent et c'est aussi extrêmement stigmatisant. Je pense qu'on en verra tous un jour dans notre pratique, voire plusieurs fois. Vous savez que le CHA, enfin la solution hydroalcoolique, ça sert à rien. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et la clinique est extrêmement trompeuse. Même les dermatologues se plantent, même les professeurs universitaires se plantent. On a eu des gars qui sont restés plusieurs semaines dans le service au CHU sans savoir que c'était légal. Donc vraiment, il ne faut pas vous en vouloir si vous ne faites pas le diagnostic tout de suite. Les signes cliniques. Donc il y en a plusieurs. Il y a, bon, déjà ça gratte. Ensuite, il y a les sillons qu'on voit souvent au niveau acral. Les vésiculopustules aussi au niveau acral, c'est d'autant plus fréquent chez les enfants. Il y a une prédominance au niveau des mains et des pieds. Donc, quand je vois en fait quelqu'un qui se gratte, je regarde toujours les mains, les pieds, l'ombilic et les plis pour voir s'il y a des signes. Et ensuite, donc ça, c'est plutôt les signes d'infection. Et ensuite, il y a les signes immunitaires. Où on aura des nodules scabieux qui sont là, ce que vous voyez sur le scrotum. Donc, c'est des papules excoriées qui ressemblent un peu à du prurigo. Et ça, c'est lié à la réponse immunitaire qui peuvent persister très longtemps après le traitement de la gale. Il ne faudra pas hésiter à le traiter avec des dermocorticoïdes très forts. Donc, concernant le traitement, pareil, je suis fan comme je vous ai dit, des fiches d'information et de l'éducation des patients. Donc, les patients qui sortent de chez moi avec une gale, ils ont une fiche d'information de ce que c'est et comment traiter en expliquant vraiment bien le schéma de traitement, parce que même moi, je ne le connais pas par cœur, où en gros, il faut, si vous décidez de les traiter soit par ivermectine, Peros J0, J8, soit avec l'application topique par Ascabiol ou par Topiscam, soit à l'association des deux. Donc, ils ont un truc où, bah, voilà, s'ils décident de mettre du Topiscam, c'est après la douche, il faut laisser appliquer un certain temps. Une fois qu'ils ont appliqué, il faut enlever les vêtements. Vraiment, c'est très codifié, il y a un schéma à respecter. Et ça, si vous le dites juste à l'oral, ils vont complètement le zapper. Il faut un support écrit pour qu'ils puissent s'y référer à J0 et de nouveau à J8 en une semaine, ils ont largement le temps d'oublier. Le schéma, il est très bien expliqué sur le Vidal, quand vous appuyez, enfin, pour la scabiole ou le topiscal. Donc, vous pouvez vous y référer facilement. Donc, vous savez que le traitement est à faire à J0 pour tuer le parasite et à J8 et à J10 pour traiter les œufs, car il n'est pas efficace sur les œufs. Et voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ah oui, ça c'était pour vous dire que toutes les lésions génitales ne sont pas signes d'IST. La dermato, je crois que ça fait peur à beaucoup de gens, et d'autant plus que les lésions de muqueuses sont encore plus aspécifiques que les lésions cutanées, à mon sens. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'être vraiment très systématique et de poser les questions larges et ne pas vous référer à l'âge ou enfin, à votre croyance de ce que fait le patient ou pas. Ça, c'est une balanite inflammatoire. On peut le voir aussi chez les femmes, c'est une balanite de Zoom. Ça se trouve souvent chez les hommes circoncis âgés. C'est bénin. Peuvent mettre des dermocorticoïdes ou faire une postectomie. Ça, c'est un psoriasis. Il ne faut pas hésiter à regarder l'ensemble du corps de votre patient pour avoir d'autres signes. Le lichen plan aussi, en fait, on recherche des signes ailleurs. Il ne faut pas être focalisé sur des signes. J'ai eu un patient qui était venu au CJ, donc on redresse le diagnostic en pensant il était absolument certain que ça soit une syphilis, alors qu'il n'avait pas les facteurs de risque, il soutenait mordicus et finalement, en regardant ailleurs, il avait un lichen plan assez diffus, il en avait dans la bouche partout, donc il ne faut pas hésiter. Ça aussi, c'est un monsieur hyper intéressant comme consultation. Patient de 30 ans, ingénieur qui venait en pensant qu'il avait chopé une IST. Il était sûr, il avait eu un rapport non protégé il y a 2 semaines avec un homme alors qu'il était hétérosexuel. Il a eu beaucoup de mal
à parler de ça. Et du coup, il était certain d'avoir une IST. Ça ressemblait pas du tout, ça ressemblait à un eczéma de contact. Et à force de lui demander est-ce qu'il n'avait pas changé ses habitudes, au bout de 20-30 minutes, il m'a annoncé qu'il faisait des bains de bouche à la chlorhexidine, enfin à l'éludril, mais pas que au niveau de la bouche. En fait, il trempait son pénis dans l'éludril de manière pluriquotidienne depuis 2 semaines, puisqu'il voulait désinfecter son pénis après son acte. Et donc voilà, on redresse des diagnostics là-dessus. Donc posez bien des questions un peu larges. Là, pareil, c'était un cas qu'on a vu en, en congrès, c'est un érythème pigmenté fixe. Donc ça, c'est une toxidermie qui a une prédisposition à se mettre au niveau génital. Et c'était un monsieur qui faisait beaucoup la fête. Il était sûr d'avoir une IST aussi parce qu'il voyait que ces éruptions elles revenaient un peu régulièrement après avoir fait la bringue. Il avait fait le lien avec ça puisque souvent il avait des conquêtes. Et en fait, en poussant l'interrogatoire, en fait, il buvait des gins toniques quand il faisait la fête. Et il prenait aussi un peu de cocaïne et d'ecstasy. Et on a trouvé, en fait, avec des tests dermato-allergologiques, il faisait une toxidermie à son ecstasy. Donc voilà, il n'y a pas que des IST en dermatologie génitale. C'est intéressant d'être un peu systématique, bien poser vos interrogatoires et ne pas hésiter à orienter vers des dermatos ou d'autres collègues. Je crois que à la fin, on a des diapos où je résume un peu les informations importantes à avoir lors de votre interrogatoire qui puisse s'orienter vers des dermatoses soit chroniques, soit aiguës, allergiques ou infectieuses. Et ça, bon, voilà, c'est terminé. Ça, c'était une dermohypodermite à streptocoque pyogenes, qui est très agressif. Merci. Du coup, on va continuer avec la prévention combinée. Donc, c'est-à-dire les moyens qu'on a de prévention afin de lutter contre l'infection VIH et aux autres IST, bien sûr. Euh, Tout d'abord, un petit point sur l'épidémie. Donc, en 2022, on a eu 6,5 millions de sérologies VIH réalisées dans les laboratoires médicaux. Et donc, parmi ces sérologies, on a pu découvrir la séroposité de 4230 à 5740 personnes en 2022, ce qui signifie, vu ce chiffre qui est quand même assez élevé, bien sûr qu'on peut améliorer la prévention et on va voir comment, avec beaucoup de méthodes que vous connaissez certainement déjà. Et parmi ces cas, il y avait 43% des infections qui ont été découvertes à un stade tardif de l'infection par le VIH. Donc là, ça montre aussi l'importance du dépistage et d'essayer d'y penser assez régulièrement pour pouvoir avoir des diagnostics, bien sûr, précoces le cas échéant. On va avoir le premier moyen, donc vous connaissez tous de prévention, ça va être le préservatif, qui est le seul moyen d'ailleurs qui va permettre de protéger de l'ensemble des IST, y compris le VIH. Depuis le 1er janvier 2023, il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Et pour tous les patients qui vont avoir 25 ans révolus, plus de 26 ans en tout cas, on peut faire une prescription, il y a un remboursement à 60%. Les préservatifs concernés par ce remboursement, ce sont ceux de la marque Eden. Il y a aussi, donc, qui ont été les premiers à être remboursés. Il y a d'autres marques comme Sortez Couvert, Beloved. Il y a aussi Hormel qui fait des préservatifs internes, donc dits féminins. Le seul bémol, c'est qu'ils sont tous en latex. Donc, il ne faut pas que vos patients soient allergiques au latex. Et la taille, je précise juste, c'est important de le marquer parce que pour le pharmacien, il ne délivre pas la taille XL si c'est rien précisé. La PrEP, donc un petit mot dessus. Alors bien sûr, il y a des formations qui peuvent être dédiées à la prescription, enfin, qui sont dédiées à la prescription de la PrEP et à sa surveillance. Donc là, c'est juste histoire de faire un focus. Donc la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition qui va être un moyen de prévenir du VIH et du coup seulement du VIH avec la prise d'un médicament. Donc par une personne qui est évidemment non infectée par le VIH. Donc ça veut dire qu'en amont, il va falloir vérifier la sérologie. Et aujourd'hui, tous les médecins peuvent prescrire, initier la PrEP et bien sûr le renouveler.
La PrEP va être éligible aux hommes donc, ayant des relations sexuelles avec des hommes, aux personnes transgenres, aux personnes aussi en situation de prostitution, ainsi qu'aux usagers de drogues intraveineuses avec partage de seringues. Parce qu'on a vu les risques précédemment. La PrEP peut s'administrer de deux façons. Soit un comprimé en continu, qui va être pris tous les jours, hein, c'est Amtricitabine, Tenofovir, c'est une association. La PrEP peut être prescrite à la demande. Ça va dépendre en fait de la discussion que vous avez avec votre patient et de ce qu'il a envie. Dans la PrEP à la demande, donc c'est 2 comprimés 2 heures avant la prise de riz supposée, puis un comprimé par jour jusqu'à 2 jours après le dernier rapport. Donc là, sur le côté, on vous a mis les supports de AIDS qui sont super bien faits. Donc n'hésitez pas à le transmettre aux patients. Ça aide vraiment à bien comprendre et à avoir une prescription qui est adaptée. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la prescription, le médecin généraliste peut l'initier. Il faut avoir été un petit peu formé. Il y a un bilan obligatoire qui est à faire avant initiation et puis après régulièrement dans les contrôles tous les 3 mois, notamment la fonction rénale et bien sûr toutes les autres IST. Pour la vaccination, focus assez rapide, mais c'est bien quand, notamment si on parle de PrEP avec nos patients, ou pas d'ailleurs, et qu'on parle de vie sexuelle, de pouvoir évoquer les vaccinations qui vont permettre de protéger. Donc, l'hépatite A tout d'abord, qui est recommandée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, du fait de la contamination orofécale dont on a parlé. Donc, une dose, un rappel à 6 à 12 mois. L'hépatite B, qu'on connaît bien. Donc, voilà, tout le monde n'est pas vacciné. Donc, c'est intéressant sur la première sérologie de vérifier les anticorps anti-HBs. S'ils sont présents, on est tranquille. Sinon, pensez à le proposer aux patients qui souvent ne sont pas au courant, en fait, de leur vaccination. Ils ne savent pas forcément. Le papillomavirus, je reviens pas dessus, on en a parlé. Et bien sûr, le DT poliocoqueluche dès 25 ans et ainsi que le méningo-C qui peut être proposé, lui, jusqu'à 24 ans. Un petit point sur le dépistage. Donc, voilà, on a parlé de pas mal de pathologies. Donc, dans les sérologies, donc dépistage via la prise de sang, ce qui va être systématique à proposer aux patients lors d'une consultation ou évoquer la vie sexuelle, c'est VIH et la syphilis et l'hépatite C. Hépatite A et hépatite B, ça va dépendre en fait de la vaccination. Évidemment, si c'est déjà fait et que vous le savez que c'est sûr, c'est pas utile de le refaire. Pour chlamydia et gonocoque, ça a été évoqué également précédemment, mais ça va être une PCR multisite qui va dépendre un petit peu des rapports. Donc, il faut pouvoir en discuter pour pouvoir orienter le dépistage. Sur premier jet d'urine pour les hommes au niveau génital, autoprélèvement chez la femme et en fonction, prélèvement pharyngé et de la marge anale. Ne pas oublier quand on prescrit les sérologies, alors chlamydia gonocoque, on va être on aura un diagnostic assez tôt, hein, l'incubation est plutôt rapide. Par contre, pour les sérologies, il faut bien penser à les refaire à 6 semaines, le cas échéant, en fonction du dernier rapport non protégé, pour que on ait un résultat fiable. Et bien sûr, toujours penser aux partenaires, d'autant plus si vous avez par la suite un résultat positif. Un petit mot sur le TPE, donc le traitement post-exposition. C'est un traitement d'urgence préventif qui va pouvoir réduire les risques de transmission du VIH après une exposition, donc considérée comme à risque. Ce traitement-là, il est délivrable dans les services d'accueil des urgences, en service de maladies infectieuses et également dans les CGID. Donc voilà, c'est pour savoir orienter le patient qui va être concerné par ce traitement post-exposition. Donc c'est après un accident d'exposition sexuelle comme une rupture de préservatif, un glissement, ou après un accident d'exposition au sang ou au liquide biologique. Donc ça peut aussi bien concerner un accident professionnel ou du partage de matériel, par exemple. Quand est-ce qu'on consulte? Donc, c'est un traitement d'urgence et ça, c'est un point important. Donc, il faut instaurer le traitement le plus vite possible dans les 4 heures et au plus tard 48 heures. Les lieux d'adressage, on l'a évoqué, donc il faudra bien orienter le patient le cas échéant. Et le traitement, c'est une trithérapie qui va être mise en place pour 28 jours.
Donc, au CGID, c'est la thérapie concernée, c'est tenofovir, antricitabine et doravirine. On va faire le point, bien sûr, après sur les dépistages plus en général, avec vaccination hépatite B, le cas échéant. Les immunoglobulines peuvent être discutées. On n'oublie pas chez la femme la contraception d'urgence. Et puis, ça peut être l'occasion par la suite de discuter de la PrEP. Là, je vous ai mis pour que vous les ayez en ressources, hein, le rapport Morla qui permet en fait, de savoir quand est-ce qu'on oriente. Donc, en fonction du statut VIH de la personne, source, et en fonction des rapports. Ça, je vous laisserai en prendre connaissance. C'est pour que vous l'ayez dans vos documents. Ensuite, le traitement, donc, comme prévention de la transmission, donc TAS pour Treatment as Prevention, qui va permettre, si le traitement est bien pris, bien sûr, par la personne qui est infectée du VIH, d'être efficace, quoi, d'avoir un traitement complètement efficace avec le suivi qui va avec, bien sûr, et de rendre donc indétectable la charge virale. Ainsi, on réduit considérablement le risque de transmission aux partenaires. Il n'y a pas de transmission du VIH si le traitement antiviral est bien pris avec une charge virale indétectable. En dessous d'une charge virale à 200 copies par millilitre, il n'y a pas de risque de transmission et il faudra bien sûr de toute façon qu'il y ait un suivi régulier, médecin traitant mais aussi infectiologue, pareil. Plusieurs sources d'informations. Si vous cherchez des infos en maladies infectieuses ou en pathologie dermatologique, notamment pelvienne ou sur les IST. Donc, en infection, notre source, c'est l'UPI. Donc, il y a un format gratuit qui est en ligne, c'est l'ECNPI pour les étudiants, mais qui est vraiment bien fait. Il n'y a pas les posos des antibiotiques, mais c'est quand même très bien fait et c'est assez succinct. Après, pour l'infection en général, il y a les documents de la SPILF qui sont bien faits. Moi, par exemple, sur Google, je tape SPILF, infection, prothèse vasculaire, ou SPILF, endocardite, ou SPILF, autre chose. Et il y a souvent des PowerPoint très bien faits, soit qui ont été présentés dans des congrès, soit qui sont mis en ligne sur ce site-là. Ensuite, bon, l'HAS, la Société française de dermato. Il y a le site Reco Médical que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ils font des récaps qui sont vraiment bien faits et assez didactiques en plus. Il y a Antibiotic que vous utilisez plus que moi, je pense, mais qui n'est pas toujours à jour, notamment le traitement du chlamydia sur Antibiotic, c'est pas à jour. Ils conseillent l'azithro en premier et pas forcément la doxy. Et je leur ai écrit la semaine dernière. Après, il y a UpToDate qui est un moteur de recherche qui recense toute la médecine de façon générale et qui est mise à jour très régulièrement en fonction des dernières études. Donc, c'est vraiment une source d'information très pratique. Après, pour faire un peu de pub, on fait beaucoup de webinaires au Corévin. Donc, soit en assistant au webinaire, soit en regardant les replays sur YouTube. Il y a aussi des podcasts médicaux, notamment, il y a un médecin de ton équipe, Anne-Sophie, il me semble, qui coordonne un podcast, donc c'est le Medg éclairé, sur lequel il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Et après, en santé sexuelle, il y a un podcast aussi qui s'appelle Les Clés de Vénus. Les Clés de Vénus, c'est un site des, euh, qui donne des informations où on peut trouver des sexologues ou des kinés ou des sages-femmes qui font pas mal de dermatogénitales. Ça pourra vous aider pour les lichens, les vulvodynies, c'est pas mal s'il y a des interrogations ou si vous avez besoin d'un annuaire pour savoir à qui orienter sur des problèmes sexologiques, ça peut être intéressant de ce côté-là. Ah oui, c'est intéressant. Je croyais que c'était un podcast. Si ça vous intéresse la dermatologie génitale, il y a un bouquin qui est extrêmement bien fait, qui est extrêmement bien illustré pour pouvoir faire de la littératie visuelle, c'est vraiment top. Comme je vous ai dit, je suis fan des fiches information patients et d'éducation thérapeutique. La SFD, elle a mis en place sur plein de thématiques, plein de pathologies des fiches information patients. Donc vous tapez simplement la SFD, fiche info patient, et il y a plein de trucs, que ce soit sur le pso, l'eczéma ou il y a une partie des maladies anogénitales qui peut pas mal aider, notamment les balanites qui peuvent laisser les gens un peu perplexes. Et pareil, Dermato Info,
un site officiel en partenariat avec la SFD où ils font beaucoup d'éducation thérapeutique, c'est illustré. Donc, c'est très utile aussi pour nous. Je leur montre plein de trucs, que ce soit de l'IST ou pas. C'est très bien imagé. Franchement, c'est des bonnes ressources aussi pour faire participer vos patients à leur prise en charge. Et voilà. Au Corévi, on met pas mal d'infos. Du coup, les replays des webinaires, on les met sur YouTube et on communique sur les événements, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, soit sur le site internet donc, du CHU. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques diapos bonus, notamment côté dermato, mais on peut répondre à quelques questions si vous voulez. Moi, j'avais une question. Ouais, allez-y. Du coup, c'était sur ta dernière diapo, Jordan, sur le papillomavirus et la vaccination qui n'avait pas d'intérêt après un certain âge. C'était du coup les patients HSH enfin, je sais que c'est hors repos, mais j'avais souvenir qu'on faisait que HSH 35 ans, on vaccinait jusqu'à 35 ans, et sous PrEP jusqu'à 45. Est-ce que c'est toujours à peu près ça? C'est débattu. On va faire un travail à ce sujet parce que c'est une question qui mobilise beaucoup de monde et on n'est pas tous d'accord. En gros, les études qui ont voulu montrer l'efficacité du papillomavirus ont montré que plus c'est fait tard dans la vie sexuelle d'une personne, donc plus il y a eu de partenaires, moins c'était efficace. Donc la probabilité d'avoir déjà rencontré des papillomavirus était élevée. Et les études ont voulu voir l'efficacité en fonction du temps. Il y avait un cut-off à 26 ans. Avant 26 ans, intérêt. Après 26 ans, pas d'intérêt. Donc le fait de mettre une limite à 30 ans, 35 ou 45, c'est en fonction plutôt des pratiques de chacun, enfin des habitudes médicales de prescription. Mais c'est plutôt du cas par cas. Ça dépend des dermatos aussi ou des politiques de CJ. Ok, merci. Et Dorian, tu veux parler un petit peu de... Oui, comme vous voulez. Si vous avez des questions ou des avis sur, je fais de la pub pour le service, et moi aussi du coup, des questions sur la dermatologie génitale, enfin si vous avez des cas où vous savez pas trop, le CHU de Montpellier a mis en place Omnidoc, je pense que vous en avez entendu parler. Ça marche pas mal, on est déjà pas mal sollicité, il faut pas hésiter à nous solliciter davantage. Pour tout ce qui sera génital en dermato, ça passera quasiment à peu près souvent, un peu par mois, tout le temps, quand je suis là. Voilà, bah, n'hésitez pas si généralement les patients, je sais pas si vous en voyez souvent, ils sont pas si réticents que ça de prendre des photos au niveau génital. Il suffit de prendre une jolie photo et de mettre sur Omnidoc quelques informations et ça peut déjà bien aider pour les, pour l'orientation. Et ensuite, bah, vas-y, tu peux avancer si tu veux. J'en profite pour rebondir. Omnidoc, ça marche aussi côté infectieux. Donc, n'hésitez pas. Donc ça, c'était les informations. Donc ça, vous pourrez le voir. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que les IST, il y a les toxidermies. Donc il faut vraiment essayer de savoir s'ils ont pris des médicaments ou pas, et même des médicaments anodins. Notamment, comme je vous ai dit, pour l'érythème pigmenté fixe, le médicament le plus pourvoyeur de cette toxidermie, c'est le paracétamol. Donc, c'est assez fréquent d'en prendre, donc bien leur demander. Et je vous avais dit que mon patient, il buvait des gins toniques, c'était pas pour rien, c'est parce qu'on peut faire aussi des érythèmes pigmentés fixes à la quinine qui est dans les toniques. Donc voilà, c'est des questions à poser. Pareil, le changement de topique, parce qu'on peut voir des eczémas de contact ou des dermites caustiques sur les zones génitales, les mauvaises hygiènes ou le trop d'hygiène est pourvoyeur aussi de dermatose. Donc bien évaluer, leur poser la question simplement comment vous faites. Et ça, c'est une question, je sais pas si vous faites ça pour mes balanites récidivantes chez l'homme plus ou moins âgé et non circoncis. Je leur demande comment vous faites pipi ou comment vous vous lavez et ils sont un peu, ils savent pas trop quoi répondre. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui ne se décalotent pas quand ils urinent et ça, c'est des facteurs de macération et c'est une grande cause de balanite. Donc, demandez un peu leurs habitudes. Le côté antécédent, comme je vous ai dit, les dermatoses enfin, les dermatoses chroniques qui peuvent avoir euh, des lésions au niveau génital.
Donc traumatique, macération, je vous ai dit. Donc les IST, soyez vraiment très systématiques. Je peux pas le souligner plus. Dans ma carrière, ma jeune carrière, euh, j'ai eu une syphilis, enfin, j'ai eu un patient qui a eu une syphilis, pas moi, un patient qui a eu une syphilis à l'âge de 13 ans en Guyane, et j'ai eu une dame de 74 ans aussi. Donc, faut pas rester sur nos croyances et ne pas hésiter à leur demander. Et ils sont demandeurs euh, qu'on leur pose des questions sur leur vie sexuelle. Euh, Toute lésion chronique qui ne fait pas sa preuve, qui est végétante, qui est ulcéro-coûteuse, doit vous faire éliminer un cancer, d'autant plus que le patient ou la patiente est immunodéprimé et on doit réaliser des biopsies. Donc ça, c'est une des choses à nous adresser le plus rapidement possible. Pareil, quand je vous disais que les lésions muqueuses sont assez spécifiques, ne restez pas sur les dogmes qu'on vous a appris que, par exemple, la syphilis est une lésion ulcérée non douloureuse unique. Pareil, enfin, j'en ai vu quelques-unes des syphilis et elles sont toutes différentes. Elles restent vraiment extrêmement trompeuses. Donc, notamment, j'ai eu des multiples chancres très douloureux. Ça ressemblait franchement à de l'herpès et ben, fallait tout évoquer. Notamment aussi, vous savez que quand on a une infection, une IST, on est souvent co-infecté. Donc il faut vraiment les rechercher tous parce que c'est assez fréquent. Quand vous avez pareil des lésions baléniques ou de vulvite, raisonnez en gravité et en fréquence. Donc si ça vous inquiète que faut nous l'adresser rapidement. Si euh, c'est pas le cas, vous avez le temps de réfléchir. Globalement, c'est éducation, reprise des conseils d'hygiène standard, donc ça a l'importance de la fiche d'information. Vous essayez un traitement anti-champignon parce que par argument de fréquence, c'est quand même c'est souvent le cas. Bien leur dire de traiter bien pendant 2 à 3 semaines, gérer les facteurs de résistance, donc rechercher un diabète chez l'homme, une mauvaise hygiène chez la femme. En cas de récidive ou de résistance, là, vous faites le prélèvement mycobactériaux pour essayer de trouver quelque chose ou authentifier une mycose récidivante. Et si ça marche pas, vous pouvez tenter une dermocorticothérapie locale pour voir s'il y a un effet. Et si vraiment ça résiste, là, vous pouvez nous l'adresser, faire un avis au Minidoc, ou un peu pour voilà, savoir un peu comment raisonner de base. On peut passer d'autres photos. Alors, voilà, une petite info, ça je vous laisserai, je vais peut-être pas tout vous dire. Il y a un médicament que je voudrais que vous reteniez, je pense qui est, je ne sais pas si vous avez cette notion-là, c'est la dapagliflozine ou le Forxiga. Moi, dermato, je prescris pas ce genre de choses, mais je crois que c'est très très à la mode, ou en tout cas, vous commencez à le prescrire énormément. Et un des effets secondaires le plus fréquent, c'est des mycoses génitales qui peuvent être très graves. Il y a eu des cas de complications avec des gangrènes de fournier qui ont compliqué les infections de ce médicament. Je crois que c'est assez peu connu et j'ai vu plusieurs fois des mycoses récidivantes sous ce traitement. Donc, à l'avoir en tête quand vous le prescrivez ou quand vous suivez, si vous avez du mal à traiter une mycose qui récidive, recherchez ce traitement parce que c'est probablement une mycose. Et j'ai vu des atteintes vraiment très sévères qui étaient soit hospitalisées au CHU, soit à Millau, avec des candidoses invasives où enfin, il a fallu que je la traite par fluconazole Péros pendant plusieurs semaines avant que ça guérisse tellement elle était profuse. Euh, Globalement, c'est extrêmement fréquent chez la femme ou chez la jeune femme. Le traitement, c'est soit l'ovule en prise unique, soit à reprendre. Donc les posologies, je vous les ai mis. Et si
c'est un peu sévère, vous avez du mal, vous pouvez passer en Péros, ça marche très bien aussi. Pour les vulvovaginites chroniques récidivantes, vous pouvez faire un traitement, ça, je ne sais pas si vous vous en voyez régulièrement, vous pouvez faire un traitement entre guillemets d'attaque, puis un traitement d'entretien avec la prise de fluconazole. Il faut faire attention avec ce traitement parce qu'il a quand même pas mal d'interactions. Je ne sais pas comment vous vous raisonnez, mais moi j'ai une fiche traitement où je ne sais pas toutes les interactions qu'ils font, mais dès que je le prescris, je check un peu, ça en fait partie. Voilà, donc notamment, je fais des prélèvements assez facilement. N'oubliez pas que c'est les filaments qui sont pathogènes, pas forcément les levures. On peut avoir du candida au niveau génital sous forme levure sans que ça soit pathologique. Donc c'est aussi un peu la complexité de l'interprétation des tests. L'aspect clinique au niveau des balanites, franchement, elle est extrêmement diverse et variée. On peut avoir une balanite ponctuée comme sur la diapo là. On peut avoir des francs dépôts blanchâtres qui va vous aider au niveau inguinal. Euh, Vous allez chercher un intertrigo avec un aspect de bordure émiettée, avec une sorte de petite folliculite autour. Donc, vous allez rechercher des petites papules inflammatoires au pourtour avec une inflammation du poil. Et ça peut vous orienter vers une candidose. Plutôt que ça pourrait être un psoriasis inversé. Hein. Ça, imaginez qu'il n'y a pas les petites pustules au pourtour. C'est un peu coupé au couteau. Mais voilà, le fait d'avoir des petits éléments à distance, ça vous oriente vers une mycose et ça, vous pouvez traiter par éconazole ou sous mycostère, vous choisissez celle qui vous convient. Et pareil, il faut combattre les facteurs de macération, l'humidité et faire des traitements longs de 2 à 3 semaines sous peine de récidive assez fréquente et bien leur expliquer. Ah, peut-être juste une chose, chez la fille prépubère, les mycoses vaginales, entre guillemets, ça n'existe pas. Si vous avez une vulvite chez la jeune fille, ce n'est c'est presque certain que c'est pas une mycose, ok, à contrario de chez la femme adulte. Il faut chercher d'autres choses chez l'enfant. Voilà. Donc, si vous avez des questions, là, vous n'hésitez pas. Alors, sur le lichen scléreux, donc vous avez les hommes au-dessus, la femme en dessous, le côté débutant, entre guillemets, et le côté ce pourquoi on le traite et ce pourquoi on veut éviter. Donc, le lichen scléreux, la physiopathe, elle est pas bien connue, c'est beaucoup plus fréquent chez la femme avec 2 pics de fréquence. Euh, Chez les hommes, ça va atteindre principalement les hommes non circoncis. La physiopathe, on n'est pas certain. Chez la femme, on pense que ça fait partie des spectres des maladies auto-immunes. Chez l'homme, pas exactement. On pense qu'il y a aussi un phénomène de macération lié à l'urine. Et a priori, ils prennent pas les mêmes schémas physiopathologiques, les mêmes phénomènes d'inflammation. Au niveau clinique, le lichen de base, si vous prenez juste la lésion princeps, ça ne fait pas mal, d'accord? Ça gratte beaucoup. Mais si ça fait mal, il va falloir chercher d'autres choses, notamment des complications du lichen, typiquement des fissures liées à, à l'atrophie du lichen ou à l'aspect scléreux. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Autant on peut avoir des atteintes multicytes chez la femme qui sont assez fréquentes avec une atteinte anale, c'est plus rarement le cas chez l'homme. Et pourquoi on traite? C'est qu'on veut éviter les complications. Les complications chez l'homme, c'est par exemple un anoscléreux qui devient très inflammatoire et qui cause un phimosis ou un paraphimosis, ou dans ce cas-là, des déformations anatomiques très sévères. Et là, vous voyez une évolution érosive qui est assez suspecte. Il faudra absolument biopsier pour pas méconnaître un carcinome épidermoïde, parce qu'une inflammation chronique au niveau des muqueuses comme au niveau cutané, ça peut dégénérer. Et les carcinomes épidermoïdes sur lichen scléreux sont très agressifs. Au niveau de la vulve, là, vous voyez donc une plaque, enfin 2 plaques en feuillet de livre, presque. En fait, vous voyez un livre ouvert qui sont symétriques, rosés.
parfois érosif. Il n'y a pas de modification anatomique, donc là on est sur le début, ça doit beaucoup gratter. Et là, si on laisse évoluer, vous voyez les plaques blanchâtres avec la fusion des petites, des grandes lèvres, la disparition du coup, je reprends, c'est la disparition des structures anatomiques de base, donc le clitoris qui a complètement euh, disparu. Pour le bilan initial, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas en vrai de recommandation qui soit partagée, acceptée de tous. Chez la femme, on propose de rechercher une dysthyroïdie, des diabètes, enfin un diabète ou autre. Moi, je le fais aussi chez les hommes, mais ça c'est que c'est, que mon avis. Le traitement, c'est les dermocorticoïdes et les dermocorticoïdes très forts. Généralement, la diprozone, notamment en cas de poussée, ça servira à rien. Il faut traiter de manière costaud. Pareil, l'éducation, hyper importante. C'est l'occasion de reprendre les schémas anatomiques avec vos patientes qui ont, euh, pour la plupart du temps, quasiment aucune connaissance. Donc, pas mal de patients n'ont jamais vu leur vulve aussi. Donc, quand vous demandez à des patients, des patientes d'appliquer de la crème au niveau génital, il faut leur montrer où est-ce qu'ils vont la mettre, parce qu'il faut vous dire que euh, certains n'en mettent pas là où il faut, et c'est extrêmement fréquent. D'ailleurs, ils en mettent sur le pubis, ils ont peur d'en mettre au niveau du vestibule génital. Il y a aussi des contraintes anatomiques chez certains patients. Euh, un monsieur obèse qui n'a pas accès à son gland ou à son prépuce, c'est difficile pour lui d'appliquer du Dermoval ou de l'éconazole. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas hésiter à leur en parler, leur donner des astuces. Notamment, moi, pour le lichen, je leur dis de prendre un miroir à main, à poignet. Ils affichent, enfin, comment ils affichent? Ils regardent au niveau de leur vulve en écartant les cuisses et ils appliquent à l'endroit où on voit une irritation. Donc, j'hésite pas non plus à leur montrer, je prends une photo des lésions, je leur montre en leur demandant s'ils sont OK et je leur montre où il faut appliquer. Euh, la quantité à appliquer, c'est aussi hyper importante en dermatologie. Donc, en gros, il y a la règle de la phalangette. Donc, vous leur montrez, pardon, c'est la dernière phalange de votre index remplie de crème. C'est la quantité nécessaire et suffisante à traiter normalement une surface égale à 2 paumes de main. Mais au niveau génital, soit vous leur dites de faire une demi-phalangette ou une phalange, et là, vous les appliquez sur toutes les zones érythémateuses. Tous les jours jusqu'à disparition ou nette amélioration des symptômes. Et une fois que vous avez atteint ce stade-là, vous passez en traitement d'entretien qui sera rythmé par les symptômes des patientes ou des patients. Généralement, parce que ça atteint plus les femmes, je vais plutôt dire pour les femmes, euh, vous allez appliquer ensuite 1 à 2 applications par semaine, un peu au long cours. C'est une sorte de week-end thérapie pour prévenir des récidives. En faisant comme ça, en fait, vous diminuez fortement le risque d'avoir des modifications des structures anatomiques et aussi et surtout l'apparition de cancer. Vous devez calmer l'inflammation pour éviter cette apparition. Et ça a été prouvé maintenant par plusieurs études qui ont été publiées dans le New England. Le traitement, le Dermoval, diminue le risque d'attraper un carcinome épidermoïde chez la femme qui est traitée pour son lichen. Et même si elle fait un carcinome épidermoïde, il faudra traiter le carcinome épidermoïde, il faudra continuer à mettre du Dermoval. D'accord? Ça a prouvé aussi la diminution de récidive. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier tous les petits moyens qui sont les émollients, les lubrifiants, les crèmes barrières et évoquer la sexualité des patients et des patientes qui sont fortement impactés. Donc ça, c'est pareil pour toutes les dermatoses, qu'elles soient génitales ou pas. Il y a une stigmatisation, un rapport au corps qui est modifié, un rapport au plaisir aussi. Des fois, le sexe pénétratif est absolument plus possible quand vous avez un vestibule qui est complètement bah,
complètement fermé par le lichen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir de sexualité. Réinventer sa sexualité, c'est tout à fait possible. Alors ça, c'est peut-être pas votre job, mais vous pouvez au moins orienter vers des sexologues. Et ça, c'est toute l'importance du clé de Vénus dont on a parlé avant. Pareil, il y a l'application de bougies ou autres, où ça, on n'est pas du tout formé, vous l'êtes pas forcément non plus, et il faut pas hésiter à passer la main, à trouver un interlocuteur ou une interlocutrice avec qui vous pouvez travailler de concert pour ce genre de prise en charge. Il faut pas hésiter à les revoir pour refaire de l'éducation et évaluer le traitement. Voilà, si il y a, le lichen il est plus ou moins contrôlé et quand on commence à avoir une modification des symptômes, vous avez le droit d'avoir entre guillemets la peste et le choléra. Vous mettez des dermocorticoïdes un peu à balle, elle a le droit de faire une mycose ensuite, ou elle a le droit de faire une vulvodynie sur son lichen. Donc ça, faut pas hésiter à se poser des questions et à réadresser en fonction de l'évolution. Le lichen plan, c'est pas la même chose que les lichens scléreux. Ça, c'est plutôt une maladie systémique dont on ne connaît pas l'éthiopathogénie. On peut avoir une atteinte cutanéo-muqueuse ou même pilaire. Il y a souvent une atteinte multisite et l'atteinte génitale exclusive est peu fréquente. C'est pourquoi je vous disais que c'est très intéressant d'aller regarder d'autres parties du corps parce que on peut redresser des diagnostics et ça m'est arrivé plusieurs fois au Cégide, en fait, des patients qui venaient, certains qui avaient la syphilis ou autre et finalement, en fait, non, monsieur, vous avez un lichen, c'est pas du tout la même chose. Globalement, le lichen, pareil, ça gratte beaucoup. Ça fait pas mal. La clinique est totalement différente. Donc, vous allez avoir des papules, donc des lésions palpables, plus ou moins linéaires, rosées, voire violacées, qui sont surmontées d'une petite strie blanchâtre qu'on appelle la strie du Wickham. Elles peuvent être plus ou moins excoriées si ça gratte beaucoup. Et il peut avoir une disposition qu'on appelle en réseau. On fait ça, le réseau lichénien. Ça ressemble un peu à des feuilles de fougère ou comme un éclair dans le ciel. On peut le voir notamment au niveau de la bouche. Donc souvent, moi, quand j'ai des patients qui viennent pour des lésions génitales, je leur fais toujours ouvrir la bouche parce que j'ai redressé pas mal de diagnostics comme ça, notamment qui avaient été vus par mes confrères. Il y a plusieurs formes aussi. Il y a des formes qui sont érosives. On peut avoir un lichen plan érosif et ça, c'est plus difficile à traiter et à faire le diagnostic. Un des risques que partagent le lichen plan et le lichen scléreux, c'est l'évolution fibrosante et le risque de cancer, qui est cependant moins fréquent. Il y a des formes hyperkératosiques qui sont un peu compliquées à traiter aussi. Il y a un phénomène Koebner avec le lichen plan. Donc, vous savez, c'est un peu une exacerbation de la lésion dermatologique princeps sur des zones qui sont traumatisées. Donc, on peut voir ça sur les coudes, sur le psoriasis ou au niveau génital. J'ai eu pas mal de lichens, enfin, j'en ai eu quelques-uns, les lichens hyperkératosiques chez des gens qui font beaucoup de vélo, où ils ont une atteinte de la marge anale très kératosique à cet endroit-là, plus difficile à traiter. Donc, le diagnostic, il est clinique. Il ne faut pas hésiter à faire des biopsies s'il y a une atypie ou des formes hyperkératosiques dont je vous parlais. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais il peut avoir a priori une association avec l'hépatite C et certaines prises de médicaments. Donc, je leur fais un bilan un peu complet et bien sûr un interrogatoire précis sur la prise médicamenteuse. Et le traitement, là, dépendra surtout de la sévérité de l'atteinte et de sa diffusion. Si on est sur une atteinte génitale exclusive, le dermoval sera généralement suffisant, mais on peut avoir des lichens diffus où là, il faudra un traitement systémique, soit une corticothérapie pour calmer ça rapidement, ou soit un rétinoïde, mais ça, c'est plus affaire de spécialiste, c'est un peu plus compliqué à traiter.